Dans cette première partie du chapitre sur les intégrales, nous n'allons pas en calculer beaucoup. Nous allons bien comprendre comment est définie l'intégrale, plus précisément l'intégrale de Riemann. Nous allons d'abord définir l'intégrale pour des fonctions très simples, les fonctions en escalier. Cela nous permettra ensuite de définir l'intégrale de fonctions beaucoup plus générales. Puis nous verrons quelques propriétés élémentaires. Le théorème principal de cette leçon sera que les fonctions continues admettent des intégrales. Et nous en donnerons la preuve. Nous allons introduire l'intégrale à l'aide d'un exemple. Considérons la fonction exponentielle f de x égale exponentielle x. On souhaite calculer l'aire A en dessous du graphe de f et entre les droites d'équation x égale 0, x égale 1 et l'axe OX. Nous approchons cette aire par des sommes d'aires de rectangles situés sous la courbe. Plus précisément, découpons notre intervalle 0, 1 en n morceaux. Et sur ce dessin, n est égal à 4. On considère les rectangles inférieurs, RI-, chacun ayant pour base un segment I-1 sur n, I sur n, et de longueur, donc 1 sur n. On choisit la hauteur de chacun des rectangles pour qu'il soit juste en dessous de la courbe. Ici, la hauteur est donc la valeur prise sur la gauche de l'intervalle, qui vaut ici exponentielle I-1 sur n. Calculons l'aire verte de nos rectangles inférieurs. L'aire d'un rectangle est base, donc 1 sur n, fois hauteur, c'est-à-dire exponentielle I-1 sur n, et il faut faire la somme sur tous les rectangles, c'est-à-dire la somme pour i variant de 1 jusqu'à n. On réécrit cette somme ainsi, et on reconnaît la somme d'une suite géométrique dont la raison est exponentielle 1 sur n. On peut donc calculer cette somme, et on la réécrit ainsi. 1 sur n divisé par exponentielle 1 sur n moins 1, facteur de e moins 1. Que se passe-t-il lorsque n tend vers plus l'infini? On sait que exponentielle x moins 1 sur x tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Donc, 1 sur n divisé par exponentielle 1 sur n moins 1 tend aussi vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, notre somme tend vers e moins 1. Regardons maintenant les rectangles supérieurs. Ils ont la même base, mais sont au-dessus de la courbe. Pour notre fonction, ils ont donc la hauteur qui correspond à la valeur à droite du segment de base. Un calcul tout à fait similaire montre que lorsque n tend vers plus l'infini, la somme des aires des rectangles rouges supérieurs tend aussi vers e moins 1. L'aire A de notre région est plus grande que l'aire verte des rectangles inférieurs et plus petite que l'aire rouge des rectangles supérieurs. Lorsque l'on considère des subdivisions de plus en plus petites, c'est-à-dire lorsque l'on fait tendre n vers plus l'infini, alors on obtient la limite que l'aire A de notre région est encadrée par deux aires qui tendent vers e-1. Donc l'aire de notre région est A est égale à e-1. Résumons tout cela. Nous avons encadré l'aire sous la courbe par des aires de rectangles en vert qui restent en dessous et des rectangles rouges qui sont au-dessus. Cela nous donne un encadrement de notre aire sous la courbe. Notre intervalle de départ est coupé en n morceaux. Donc chaque rectangle a une base de longueur 1 sur n. Et sur ce dessin, n est égal à 4. Lorsque n grandit, alors la base de nos rectangles diminue et ils approchent de mieux en mieux l'aire sous la courbe. Si l'on arrive à justifier que l'aire verte s'approche de l'aire rouge, comme on l'a fait ici par le calcul,
alors à la limite, cet encadrement nous donne l'aire sous la courbe. Nous allons reprendre la construction que l'on vient de faire, mais cette fois-ci pour une fonction f quelconque. Ce qui va remplacer les rectangles, ce seront des fonctions en escalier. Et si la limite des aires en dessous égale à la limite des aires au-dessus, on appelle cette limite commune l'intégrale de f, que l'on note intégrale de a à b de f de x dx. Cependant, il n'est pas toujours vrai que ces limites soient égales. L'intégrale n'est donc définie que pour les fonctions intégrables. Heureusement, nous verrons que si la fonction f est continue, alors elle est intégrable. Soit AB un intervalle de R, on appelle une subdivision de l'intervalle AB une suite finie strictement croissante de nombres xi, tels que A est égal à x indice 0, qui est strictement plus petit que x indice 1, qui est lui-même strictement plus petit que x indice 2, etc., jusqu'à strictement plus petit que x indice n, qui est égal à l'extrémité b. Voici un exemple d'une subdivision de l'intervalle AB. Maintenant, on dit qu'une fonction f définie sur l'intervalle AB dans R s'appelle une fonction en escalier. S'il existe une subdivision de l'intervalle AB et des valeurs C1, C2, etc. jusqu'à Cn, telles que f de x est égal à Ci pour tous les x dans le sous-intervalle xi-1, xi. Autrement dit, f est une fonction constante sur chacun des sous-intervalles de la subdivision, etc. Nous allons définir l'intégrale pour ces fonctions très spéciales. Pour une fonction en escalier comme ci-dessus, son intégrale est le réel, la somme pour i variant de 1 jusqu'à n de ci fois xi moins xi-1, que l'on note intégrale de a à b de f de x dx. Notez que chaque terme ci facteur de xi moins xi-1 est l'aire du rectangle compris entre les abscisses xi-1 et xi et de hauteur ci. Il faut juste prendre garde que l'on compte l'aire avec un signe plus si ci est positif et un signe moins si ci est négatif. L'intégrale d'une fonction en escalier est l'aire de la partie rouge, donc située au-dessus de l'axe des abscisses, moins l'aire de la partie donc bleue située en dessous. L'intégrale d'une fonction en escalier est bien un nombre réel qui mesure l'aire algébrique, c'est-à-dire avec signe, entre la courbe de f et l'axe des abscisses. Avant de définir l'intégrale pour une fonction quelconque, rappelons qu'une fonction f définie sur un intervalle AB dans R est bornée s'il existe un réel grand M tel que f de x est compris entre moins m et plus m pour tout x de l'intervalle AB. Rappelons aussi que si l'on a deux fonctions f et g définies sur un intervalle AB, alors on dira que f est inférieur ou égal à g, si et seulement si f de x est inférieur ou égal à g de x, ceci pour tout x dans l'intervalle AB. Alors on suppose à présent que f de l'intervalle AB dans R est une fonction bornée quelconque, et pour définir l'intégrale, nous aurons besoin de deux nombres. Le premier, i moins de f, est défini ainsi. On prend toutes les fonctions phi en escalier qui sont inférieures à f. On calcule à chaque fois l'intégrale de phi, c'est-à-dire l'aire sous la fonction en escalier. Et on prend l'aire la plus grande parmi toutes ces fonctions en escalier.
Mais comme on n'est pas sûr que ce maximum existe, on prend la borne supérieure. De même, on définit un second réel i plus de f. C'est le même principe, mais les fonctions phi en escalier sont supérieures à f. Et on cherche l'aire la plus petite possible. Alors, il est intuitif que l'on a i moins de f qui est inférieur ou égal à i plus de f. Et nous dirons d'une fonction bornée f, donc de l'intervalle AB dans R, qu'elle est intégrable si les deux nombres i moins de f et i plus de f sont égaux. Si c'est le cas, alors cette valeur commune s'appelle l'intégrale de f sur AB. Et on note cette valeur commune, l'intégrale de a à b de f de x dx. La définition de l'intégrale repose donc sur la même idée qu'avec les rectangles. On a des fonctions en escalier sous la courbe, ici en vert, et on cherche l'aire la plus grande possible. Pour cela, on s'autorise à prendre des bases de rectangles aussi petites que l'on veut. Et on a aussi des fonctions en escalier au-dessus de la courbe, ici en rouge, et on cherche l'aire la plus petite possible. Au lieu de s'autoriser seulement un découpage régulier de l'intervalle avec des hauteurs correspondant aux valeurs aux extrémités, on considère toutes les subdivisions possibles avec toutes les valeurs possibles, du moment que l'on reste en dessous pour les rectangles verts et au-dessus pour les rectangles rouges. Évidemment, c'est lorsque les subdivisions sont de plus en plus fines que l'on peut trouver des fonctions en escalier qui approchent très bien le graphe de notre fonction. Si les aires vertes et les aires rouges sont aussi proches que l'on veut, alors on dit que la fonction f est intégrable et la limite s'appelle l'intégrale de f entre a et b. Voyons quelques exemples. Tout d'abord, les fonctions en escalier sont intégrables. En effet, si f est une fonction en escalier, alors la borne inférieure i moins de f et la borne supérieure i plus de f sont atteintes avec la fonction phi est égal à f. Nous verrons bientôt que toutes les fonctions continues sont des fonctions intégrables. Mais attention cependant, il existe des fonctions qui ne sont pas intégrables. Par exemple, celle-ci. Si x est rationnel, alors la fonction vaut 1, et sinon la fonction vaut 0. C'est un bon exercice d'écrire proprement que f n'est pas intégrable. Par la densité des rationnels dans R, si une fonction en escalier est supérieure à f, alors en fait elle est supérieure à 1. Et par densité des irrationnels, une fonction en escalier inférieure à f est toujours négative. Donc pour cette fonction, i moins de f est égal à 0, i plus de f est égal à 1. Ce sont des valeurs distinctes et donc f n'est pas intégrable. Mettons en pratique la définition de l'intégrale. Regardons la fonction f qui à x associe x au carré. Est-ce que cette fonction f est intégrable? Et si oui, que vaut son intégrale entre 0 et 1? Alors pour répondre à ces questions, on prend la subdivision régulière de l'intervalle 0, 1, 0, 1 sur n, 2 sur n, etc. Le terme général c'est i sur n jusqu'à n sur n qui vaut 1. Alors sur chaque intervalle i-1 sur n, i sur n, nous avons la double inégalité. X carré est compris entre i-1 sur n au carré et i sur n au carré. Nous construisons donc une fonction en escalier phi- en dessous de f qui est définie par phi- de x est égal à i-1 sur n au carré si x est compris entre i-1 sur n et i sur n. De même, nous construisons une fonction en escalier phi plus au-dessus de f
qui est définie sur le même intervalle par phi plus de x est égal à i carré sur n carré. Alors ici, phi moins correspond au rectangle vert et phi plus au rectangle rouge et n est égal à 5. Voici le dessin pour n égale 6 et voici le dessin pour n égale 7. Nous allons maintenant calculer chacune des aires vertes et rouges et faire tendre n vers l'infini. Alors, on a défini pour cela deux fonctions en escalier phi moins et phi plus, donc ce sont des fonctions en escalier, et elles vérifient que f est compris entre phi moins et phi plus. Alors l'intégrale de la fonction en escalier phi plus est par définition la somme des aires calculée par la formule base fois hauteur. Ce qui serait écrit ici, 1 sur n cube fois la somme pour i variant de 1 à n des i au carré. Alors on se souvient de la formule pour la somme des carrés des entiers. Et donc, on peut en déduire l'intégrale de la fonction en escalier phi plus. Cette intégrale vaut n plus 1, facteur de 2n plus 1, sur 6n au carré. On calcule de même l'intégrale de la fonction en escalier phi moins. Maintenant, i moins de f, c'est la borne supérieure sur toutes les fonctions en escalier inférieures à f. Et donc en particulier i moins de f est supérieur à l'intégrale de 0 à 1 de phi moins. De même, i plus de f est inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de phi plus. On connaît chacune des extrémités et elles tendent toutes les deux vers un tiers lorsque n tend vers plus l'infini. Par le théorème des gendarmes, alors, d'une part, cela implique que i moins de f est égal à i plus de f, et en plus, cette valeur vaut un tiers. En conclusion, f est bien une fonction intégrable, et l'intégrale de 0 à 1 de x2 dx est égale à un tiers. Voici deux résultats qui découlent de la définition. Premièrement, soit f défini sur un intervalle AB, une fonction intégrable. Alors, si l'on change les valeurs de f en un nombre fini de points, alors la fonction f est toujours intégrable et la valeur de l'intégrale de AB de f de x dx ne change pas. Deuxièmement, si f défini sur un intervalle AB est intégrable, alors la restriction de f à tout intervalle A'B' inclus dans l'intervalle AB est encore une fonction intégrable. Voici le résultat théorique le plus important de cette leçon. Théorème, si f est une fonction continue, alors f est une fonction intégrable. Ce résultat s'étend à une classe de fonctions plus générale. Une fonction f est dite continue par morceau s'il existe une subdivision x0, x1, etc. jusqu'à xn, telle que la restriction de f soit continue sur chacun des sous-intervalles xi-1, xi. Une conséquence du théorème est que les fonctions continues par morceau sont des fonctions intégrables. Voici une preuve du théorème principal, preuve que vous pouvez passer lors d'une première lecture. Nous allons prouver une version un peu plus faible du théorème. Rappelons qu'une fonction f est dite de classe C1 si f est continue, dérivable et que f' est aussi une fonction continue. Nous allons montrer le théorème suivant. Si f est de classe C1, alors f est une fonction intégrable.
L'idée est que les fonctions continues, ou ici de classe C1, peuvent être approchées d'aussi près que l'on veut par des fonctions en escalier, tout en gardant un contrôle d'erreur uniforme sur l'intervalle. Alors comme f est de classe C1, alors f' est une fonction continue sur l'intervalle fermé et borné AB, f' est donc une fonction bornée. Il existe une constante grand M telle que pour tout x appartenant à l'intervalle AB, on a valeur absolue de f' de x plus petit que m. L'inégalité des accroissements finis nous dit alors que pour tout x et y dans l'intervalle AB, on a valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure à m fois valeur absolue de x moins y. Fixons un epsilon positif et considérons une subdivision x0, x1, x2, etc. de l'intervalle AB suffisamment fine pour que xi moins xi moins 1 soit plus petit que notre epsilon. Nous allons construire deux fonctions en escalier, phi- et phi+, et phi- est défini de la façon suivante. Alors sur l'intervalle xi moins 1, xi, phi- est la fonction constante, ci, qui est ci, c'est l'inf pour t appartenant à xi moins 1, xi, df de t. Voici la valeur de ci pour ce sous-intervalle. De même, phi+ est une fonction constante sur chaque intervalle xi moins 1, xi, où elle prend la valeur di, qui est le sup des f de t pour t appartenant à xi moins 1, xi. Voici di pour ce sous-intervalle. Phi- et phi+ sont bien deux fonctions en escalier. On a donc construit deux fonctions en escalier phi- et phi+, telles que f soit comprise entre phi- et phi+. Par définition de i- et de i+, on a donc que i- est plus grand que l'intégrale de phi- et i+ est plus petit que l'intégrale de phi+. En utilisant la continuité de f sur l'intervalle xi moins 1, xi, alors le maximum et le minimum sont atteints sur cet intervalle. C'est-à-dire qu'il existe une valeur AI de l'intervalle xi moins 1, xi, telle que f de AI soit égale au minimum CI. Et de même, il existe une valeur BI telle que f de BI soit égale au maximum DI. Mais nous avons vu que grâce au théorème des accroissements finis, DI moins CI, qui vaut f de BI moins f de AI, est plus petit que m fois valeur absolue de BI moins AI. Donc plus petit que m fois xi moins 1, et par le choix de notre subdivision, plus petit que m fois epsilon. On va utiliser ces inégalités pour majorer la différence entre l'intégrale de phi+ et l'intégrale de phi-. Sur chaque intervalle, l'écart est inférieur à m epsilon facteur de xi moins 1. On a majoré la différence de hauteur par m epsilon et on multiplie par la longueur de la base xi moins 1. Lorsque l'on somme pour i variant de 1 jusqu'à n, alors cela vaut m epsilon fois b moins a, car les xi forment une subdivision de l'intervalle AB. Cela implique l'inégalité i+ moins i- est plus petit que m fois epsilon fois b moins a, mais m et b moins a sont des constantes fixées. Lorsque l'on fait tendre epsilon vers 0, on obtient que i+ est égal à i-, ce qui prouve que notre fonction f est une fonction intégrable. C'est le moment de vérifier votre compréhension du cours.